Bienvenue à tous sur Témoignages d'ex-musulmans, le podcast qui libère la parole des apostats d'islam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord privé ex-musulmans pour échanger sur votre expérience personnelle et votre vécu avec d'autres intervenants qui sont déjà passés ou d'autres ex-musulmans également. Vous trouverez le lien du Discord privé juste en dessous dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futurs témoignages d'ex-musulmans et de mettre un like, de commenter également pour aider au référencement de la vidéo. Par ailleurs, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue Louisa sur le podcast. Déjà merci pour de t'être présentée. Voilà, deuxième femme sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors j'ai 45 ans. Je suis une maman de trois enfants c'est des grands ados. Moi, je suis née en Algérie. Par contre, je suis arrivée en France très tôt, enfin, à l'âge de 2 ans. Et donc, j'ai grandi et j'ai fait toute ma scolarité et mon éducation en France. Je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants, donc quatre filles et 2 garçons. Voilà ce que je peux dire sur ma présentation. C'est une belle famille, ça. Quatre Ouais, filles. belle et grande famille. Oui, très bien. Euh, alors, on va commencer la petite question sur la vie personnelle. Comment tu as vécu ton enfance dans l'islam? Durant mon enfance, bon, moi j'ai vécu dans une petite ville d'environ 2000 habitants dans la région centre. Et en fait, j'étais pas vraiment entourée de familles maghrébines et ou musulmanes. Il y avait tout au plus 4 5 familles. Et du plus loin que je me souvienne, ben, mes parents, ils pratiquaient la religion de manière plutôt traditionnelle, tu sais, un peu ce qu'on appelle communément la religion, l'islam couscous, là, tu vois, le truc classique. Ils faisaient le ramadan, il n'y avait pas de prière, ou il y en avait très peu. Enfin, ma mère, elle pratiquait très peu, des fois elle arrêtait, des fois elle reprenait. Et on faisait aussi l'Aïd al-Adha, celle qui, avec à la clé un mouton à égorger. Voilà, c'est tout ce qu'on avait comme pratique religieuse. Il n'y avait pas grand-chose. Et ma mère, elle s'habillait de manière occidentale au début. Elle portait des jupes, tu sais, jusqu'aux genoux, avec un petit haut, des bras dénudés. Elle mettait du maquillage. Elle avait pas de voile, elle avait rien, quoi. Et mon père, c'était plutôt quelqu'un qui aimait quand même s'amuser. Il faisait de la musique, donc il jouait un instrument de musique typique de l'Algérie, du nord-ouest algérien, ce qu'on appelle, tu sais, c'est une grande flûte qu'on appelle la gasba. Et Ouais. on faisait de la musique à la maison, on l'accompagnait avec une derbouka, et voilà, c'était vraiment la fête à la maison, quoi. C'était sympa. Ah, c'était pas l'espèce de flûte là, tu sais que tu Ouais, rajoutes quand il y a dans les fêtes berbères surtout, il y avait beaucoup de ça. ouais, alors tu Ah, retrouves beaucoup dans la musique alaoui, dans les meddahat, tout ça. Je sais pas si tu connais un petit peu ça. l'Ouest algérien. Bah ouais, je vois, mais ça défonce les oreilles, ça. Un petit peu. Non, franchement, non, tu dois peut-être te tromper avec l'espèce de trompette là, côté Tu sais, côté et en fait, c'est staifi. une trompette et tu mets une espèce de paille à l'intérieur, tu sais. Non, c'est pas ça. Ah, Non, c'est non. pas ça, Non, d'accord. c'est vraiment, tu prends la flûte comme si c'était une flûte traversière. D'accord, Toi, tu la prends un petit peu sur le côté et elle est en style, c'est gasba, tu vois, c'est en style bambou, tu vois. d'accord. Ouais. Et voilà, donc on faisait, c'était sympa, assez classique, une famille qui n'avait pas vraiment de problème d'ordre religieux, de rigorisme. Il n'y avait rien de tout ça euh, quand j'étais enfant. Et d'ailleurs, mon père, il allait jusqu'à Paris regarder, tu sais, des concerts, il allait dans les cabarets, il passait tout son week-end là-bas et il revenait. Et aussi, il buvait de l'alcool. Alors par contre, peut-être il buvait un petit peu trop. À cette époque, en fait, il travaillait dans les chantiers et il a vécu peut-être 7 8 ans
sans mari, sans femme, sans enfant, sans rien. C'était en mode célibataire. Et donc, il se retrouvait, je pense qu'il se retrouvait pour boire le soir ou le week-end. Donc, il a pris l'habitude de boire. Mais par contre, on n'en parlait jamais à la maison, c'était tabou. Il n'en ramenait jamais à la maison. Voilà, c'était quelque chose qu'on savait, mais on disait rien. Donc D'accord. voilà, partie de mon enfance. Donc en gros, bon, moi j'ai vécu avec le poids de la famille, tu sais, les origines algériennes. Et on me disait d'ailleurs que la famille passait avant tout et qu'on était étrangers. Donc mes parents me le faisaient énormément savoir que j'étais algérienne avant tout, que j'étais pas française et tout. Et d'ailleurs, je considérais ça comme un luxe, tu vois, d'être française en réalité. Voilà, la vie qu'on menait, bah, c'était, on fréquentait le peu de famille de maghrébines qu'on connaissait et on allait au bled tous les ans, donc pour entretenir ces traditions, quoi. C'était dans les années Ouais, 80. ouais, c'était 80, voilà, 80 jusqu'à début 90, c'était comme ça. Il y avait des quartiers à cette époque où c'était comment? Ben non, tu sais, moi, j'ai pas vécu les quartiers populaires, tout ça. J'ai pas connu ça jusqu'au lycée. Juste pour te dire, quand j'étais en primaire, j'étais encore dans la petite ville, là, le petit village, là. Et ensuite, quand je suis arrivée au collège, on était dans une autre ville un peu plus grande où plusieurs villages se rencontraient dans ce collège-là. En fait, ils centralisaient toutes les petites communes qui étaient autour. Ouais. Et du coup, moi, petit à petit, j'ai vu des Maghrébins arriver, tu vois. Quand je suis arrivée au collège, il y en avait un peu plus. On sentait qu'il y avait cette dimension religieuse qui était présente. Tu vois, ça, c'était dans les débuts 90. Et d'ailleurs, la religion, je l'ai sentie, tu sais, pas changer de visage parce que j'avais pas l'impression qu'on était dans l'ordre religieux auparavant. Mais là, je sentais vraiment que la culture religieuse, elle était prédominante. Ça commençait à se sentir. Et d'ailleurs, mon père, il commençait à être sollicité par des groupes de personnes barbues. Alors, quand je te dis ça, j'étais au collège, donc dans le début 90. Il était sollicité par ces personnes-là pour qu'ils viennent à la prière dans un appartement qui est dédié. Parce que il n'y avait pas du tout de mosquée dans ma ville, il n'y en avait pas autour. Il y en avait, tu sais, dans la ville la plus principale de la région du centre. Donc au début, il n'y allait pas. Et petit à petit, tu vois, il acceptait parce que il portait vraiment un discours. Bon, je me souviens plus très bien, mais il portait vraiment un discours de sagesse. Voilà, tu seras un homme bien meilleur, etc., etc. Donc petit à petit, il acceptait, il y allait, et petit à petit, on a arrêté la musique, c'est qu'on faisait dans la famille. On a arrêté cette musique. Il a dit à ma mère aussi de se couvrir un peu plus. Alors attends, on a arrêté. C'est papa qui demandait à ne Ouais, pas. D'accord. ouais, il nous disait toute la musique là, c'est haram. On devrait pas faire de la musique à la maison. Et il s'est écoulé en combien de temps entre le moment où il est parti s'endoctriner dans cet appartement et le moment où il a commencé à vous sortir des, Voilà. des- Ça devait être dans l'année, hein. Mais après, je ne saurais pas te dire en combien de temps, mais ça a été rapide en tout cas. Parce que au début, tu vois, il y allait une fois. Et tu sais, ils étaient assez avenants à cette époque où ils venaient lui prêcher la bonne parole. Ouais, tu bois, c'est pas bien, c'est pas pour ta famille. Regarde, tu commences à avoir des enfants, c'est pas top pour gérer une famille. Donc voilà, tu vois, petit à petit, il a enlevé l'alcool, il a enlevé la musique, tu vois. Mais après, je saurais pas te dire si ça s'est fait en 3 semaines ou en 3 mois, quoi, tu vois. Mais je sais que dans la même année, il avait rangé sa flûte, il l'avait mis au-dessus de l'armoire. Et nous, la Delbouka, on la faisait juste entre nous, entre frères et sœurs. Tu vois. Donc voilà. Donc il disait aussi à ma mère de se couvrir. Donc là, elle a commencé à mettre des djellabas avec le petit foulard sur la tête. Et elle a commencé à être de plus en plus sérieuse dans la prière, tu vois. Et juste une petite parenthèse, Ouais. Louisa, cette histoire d'appartement là, c'était que pour les hommes, hein. Ouais, ouais, c'était que pour les hommes. Ah oui, les mosquées dédiées aux femmes, enfin la partie dédiée aux femmes, ah, j'ai vu ça bien après, hein. Bien, bien après. Ah, au début, c'était que les hommes là. Ouais,
Ouais, et puis c'était un petit appart qui payait le loyer, tu sais, chacun contribuait pour continuer à louer cet appartement sans que réellement on sache ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais, c'est Il y avait une pas, espèce de mosquée souterraine, quoi. Les mecs qui voilà, il n'y avait s'organisent. pas forcément de contrôle ce qu'ils y faisaient. Et puis, alors moi, j'y ai jamais mis les pieds, hein, pour te dire. Voilà, c'était vraiment exclusivement réservé aux hommes, hein. Il a endoctriné ma mère donc avec le peu qu'il savait, et donc elle y allait sans problème, hein, elle n'a jamais rechigné sur quoi que ce soit. Mais par contre, pour nous, donc, il nous parlait de la religion, donc du moins ce qu'on lui mettait dans la tête, parce qu'il n'avait pas forcément étudié la religion ou quoi que ce soit. Donc il nous parlait bien de cette religion, mais il nous imposait pas de faire la prière, de faire des choses supplémentaires. Tu vois. Et du coup, moi, je l'ai jamais faite. La prière, j'ai essayé une fois. Et rien que le fait de parler, de chuchoter dans le vide, j'ai trouvé ça complètement déconcertant. Tu vois, c'est Pourquoi? très bizarre. Je trouvais même ça gênant. Je dis, mais à qui je parle en fait je crois que j'ai toujours été apostate, mais je n'ai jamais su. C'est sûr. Mais voilà, donc voilà, j'y suis jamais allée, j'ai jamais fait ma prière. Et pourtant, je savais des choses, hein. On nous apprenait, tu sais, dans une petite école, c'est un truc du style comme une association. Et dans cette association, tu avais une salle qui était réservée pour différentes des événements culturels. Au travers de ces événements culturels, bah, tu avais un imam qui venait de temps en temps nous apprendre un petit peu l'arabe, donc l'alphabet, donc je la connais par cœur, tu vois. Et il nous disait aussi la vie du prophète, il nous racontait un petit peu comment il a vécu ça, comment la religion est arrivée, etc. etc. Et puis les Ça préceptes. s'est passé avec. C'est papa qui a organisé tout ça, on va dire. C'est lui qui. Alors ouais, c'est en fait à travers papa, on nous emmenait de temps en temps dans cette association. Tu vois, et on faisait des cours un peu à l'arrache. Donc voilà, Ça, c'était à durant l'époque où il n'y avait pas de subvention. Après, bon, l'État est intervenu. Bon, on va quand même aider un peu, tu vois. On va faire des exactement, mosquées, on va faire des. ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, durant cette enfance et le début de l'adolescence, bah, je vivais toujours avec cette religion un peu couscous, mais je voyais quand même quelques changements qui proviennent de mes parents. Et en Algérie, comme on y allait tous les ans, j'avais remarqué la même chose. Tu vois, il y avait toujours de plus en plus de femmes qui se voilent, des femmes de plus en plus jeunes, on parle un peu plus de religion. Je me rappelle que quand j'étais plus petite, les femmes, quand elles allaitaient leur bébé, elles allaitaient devant tout le monde. Et il y a une année, une première fois, je voyais mes jeunes tantes qui venaient d'avoir un bébé, qui allaient allaiter dans une pièce où elles étaient toutes seules. Et donc j'avais posé la question, je me suis dit, mais ah bah ça y est, vous allaitez plus comme avant. Je trouvais ça d'ailleurs dégueulasse. Elle me dit non, non, c'est haram, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas se montrer devant les hommes. Tu vois, ça c'est des petits changements comme ça et du coup j'ai retrouvé la même dynamique d'avancée de la religion dans la société quoi, en Algérie. Voilà, donc je continuais à vivre ma vie de musulmane couscous mais par contre à mon adolescence, on avait 13-14 ans, 12-13-14 ans, je me voyais m'imposer, tu sais, des tâches supplémentaires, des nouvelles règles de vie. Tu vois, il fallait que je m'habille de manière convenable, il fallait que je tienne une maison au carré, il fallait que je fasse à manger comme les mamans du bled, servir les hommes de la maison, tu vois. Et surtout, j'avais de moins en moins le droit de sortir uniquement que pour des choses essentielles, les besoins essentiels. Je pouvais pas sortir avec les copines, je pouvais pas prolonger après les cours, tu sais, de rester un peu après les cours avant de rentrer. Ça, c'était de moins en moins possible, tu vois. Ah, mais je te le dis, les darons du bled, ils ont une peur bleue, tu sais, des nanas quand elles arrivent à l'adolescence. Alors là, c'est contrôle total. Et Ah, quand quand elles ont des grands frères, encore plus. ouais, alors Moi, j'avais la moi j'ai la, charge ch- de moi j'ai la chance m'occuper de d'être, mes petites sœurs, tu vois. Bon, après, moi, ouais, j'étais tu pas un vois, dictateur, et ouais, j'étais encore moins musulman, tu vois. Mais j'imagine le gars qui a
des tendances de dictateur et qui en plus est musulman, alors là, j'imagine pas le destin pour les petites sœurs. Bah ouais, c'est bon. Moi, je suis l'aînée, hein. Mais Ouais. je suis persuadée que si j'avais un grand frère, ça aurait été encore plus restrictif, hein. Ça, c'est clair, hein. Et d'ailleurs, question virginité, dis-toi que c'était un sujet qui était prédominant qu'on avait avec ma mère. Elle a surveillé comme la prunelle de ses yeux. Parce que tu sais, qu'est-ce qui se Ouais, passe? C'est qu'au moment du mariage, il y a le test de virginité et compagnie. Tu vois, c'est c'est ça. pour ça en fait, hein. C'est Donc, ça. En fait, ils elle regardent. a importé ça. Elle a importé ça du village où, justement, il y avait ce test de virginité, cette preuve de virginité au moment où la consommation du mariage est arrivée, quoi. Hmm. Et du coup, comme j'étais l'aînée, bah, j'étais la super cobaye. J'étais la cobaye de la famille pour appliquer ce qui avait été appliqué auparavant pour elle, quoi. Et d'ailleurs, pour anecdote, hein, pour te dire combien c'était important pour elle, une fois, j'avais une copine qui avait un haras, tu sais, avec des chevaux, et elle m'avait proposé plusieurs Un fois de quoi? monter à cheval. Un J'ai- haras. Un C'est un haras, tu sais, c'est un endroit où tu éduques les chevaux. Tu vois, c'est comme une écurie, mais D'accord. en plus sauvage, tu vois. Et elle m'avait proposé plusieurs fois de monter à cheval. Et mais Walou, ma mère, elle m'a dit, si tu montes à cheval, mais c'est fini. Tu vas perdre ta virginité de manière stupide. Ah, Et je elle, savais même pas ça. Tu m'apprends un je te truc là. promets, je sais Voilà. pas d'où elle tient cette info, je sais pas du tout, mais elle m'a interdit clairement de traîner avec elle, parce qu'elle avait peur que j'aille chez elle et que je monte à cheval en cachette, tu vois, sans autorisation. Ça m'avait marqué, hein, dis-toi. J'étais en fin de collège à cette époque. Ça m'a vraiment marqué. Et du coup, bah, tu vis avec ça, quoi. Tu vis avec ça dans la tête et tu te dis, s'il m'arrive un truc, j'ai signé mon arrêt de mort, quoi. C'est terminé. Ensuite, bon, au lycée, alors pareil. Alors au lycée, je vivais de plus en plus avec un poids familial qui était de plus en plus lourd à porter parce que bon, tu arrives dans un lycée où la majorité c'est des Français, des Blancs. Il y avait quelques familles, il y en avait quand même, mais elles étaient pas majoritaires, quoi. Et du coup, j'avais l'impression d'être complètement décalée par rapport à mes copines. Elles allaient en boîte, elles avaient des petits copains, elles traînaient ensemble à la vue de tous, elles traînaient avec leurs petits copains devant leurs parents, tu vois. Et ça, c'est des choses que c'était impossible pour moi. C'est juste inimaginable, en fait. Mais en même temps, tu sais, quand tu as tes copines qui font tout un peu ce qu'elles veulent et tout, j'étais vraiment jalouse, hein. Et du coup, j'avais deux vies, tu vois. J'avais la vie au lycée et la vie dans la maison. Donc, la vie au lycée, voilà, j'essayais quand même de tenter de sortir avec des gars. Je tentais tant bien que mal de me maquiller, tu vois, des trucs comme ça qui permettaient de dire que j'avais quand même une vie normale, quoi, vis-à-vis de tous. Pareil, tu vois, pour le sport en extrascolaire, c'était pas possible. Pour mes parents, c'était les cours et tu rentrais à la maison. Je pouvais pas faire autrement. Je voulais aller à un concert, tu vois. J'étais fan de U2 à l'époque, mais j'en ai pleuré. Mais je n'ai jamais osé poser la question si je pouvais y aller. Et je suis persuadée que si ça avait été un homme, ça passait crème. J'en aurais mis ma main à couper, tu vois. C'était compliqué. Tu vois, mettre un short pour le sport, par exemple, c'était pas possible. Tu vois, des tas de petites choses qui, quand même, ça m'emmerdait, quoi, quelque part. Mais là, pour le coup, c'était parce que tu m'as dit qu'ensuite, ta maman a été pris dans le chemin que ton papa avait choisi de prendre, quoi. Est-ce que ta maman, s'il n'y avait pas eu cet événement de ton papa avec la mosquée, etc., est-ce que tu penses que ta maman t'aurait laissé faire ses... Non, je pense pas parce que comme je te disais, tu vois, la religion qu'on pratiquait, c'est celle liée à l'honneur, tu vois. C'était plus
on va rester la tête haute, faut faire attention aux filles. Tu vois, il n'y avait pas forcément de préceptes religieux auxquels, tu vois, il n'y avait pas forcément de Allah tout le temps, tu vois, matin, midi, soir. Il n'y avait pas ça, tu vois. Ouais, mais C'était culture islamique peut-être, c'est surtout ça quoi. ouais, plutôt la culture, parce que on vient d'un village qui est reculé, hein, pas loin de la mer au nord-ouest, mais qui quand même est reculé. Voilà, au-delà du fait que il y a la religion, il y a aussi ce poids de la culture qui était très très importante dans la famille. Ok. Donc je suis sûre que s'il n'y avait pas eu cette marée de barbus qui arrivent à la maison, je suis sûre que j'aurais vécu la même chose au lycée, au collège, avec attention, tu t'habilles pas comme ça, attention, tu fais pas ci, attention, tu fais pas ça. Quoi. Poids de la culture, c'était plutôt ça. Bon, après, comme je t'ai dit, moi je suis arrivée dans les années, en tout début 80. Donc, bon, c'est une autre culture que celle qu'on voit aujourd'hui avec la nouvelle génération d'enfants là, qui arrivent, ça n'a plus rien à voir. Hein. Donc, Enfin, et c'est quoi la différence? Ouais, en quelques mots, ça c'est un peu sujet à part, mais. alors, la différence, j'ai envie de te dire, c'est presque schizophrène en fait. T'as un côté où on fait très attention à la religion, enfin certains préceptes, et t'en as d'autres où c'est complètement je sais pas, ça part un petit peu en vrille. Par exemple, la virginité, je suis persuadée que 80% de femmes ne sont pas vierges en leur mariage. Ça, c'était un truc, c'était impossible avant. C'est un peu vicieux, quoi. Je trouve que c'est pas. Et ta sœur dans tout ça? J'ai 3 sœurs. Tu as trois sœurs, oui. Et tes sœurs dans Ouais. tout ça? Comment elles ont vécu le Ah, truc? alors, elles ont vécu, alors toujours dans la même dynamique de préservation de la fille, etc., etc. Mais par contre, elles pouvaient faire autre chose que d'aller en cours et de rentrer à la maison. Tu vois, rien que ma sœur qui est juste après moi, on a 4 ans de différence, elle a pu voyager, elle a pu faire du sport en extrascolaire, elle a pu dormir chez des copines, tu vois. Ça, c'est des choses, grâce à moi quelque part, parce que ma mère, quelque part, elle a regretté toute cette pression qui m'ont mis sur moi. Et donc, au fil d'années, je pense qu'elle a dû lâcher un peu du lest, quoi. Et donc, ils ont pas eu forcément la même éducation. Mais par contre, tout ce qui est autour de la virginité, ça restait toujours assez important. Tu vois, je te donne un exemple. Quand j'ai rencontré, qui est devenu mon ex-mari, quand j'ai rencontré mon ex-mari, je l'ai rencontré en juin. Je me suis mariée en octobre de la même année. Tu vois, j'ai pas eu le temps de le connaître. Ouais. Tu vois, Ah oui, en quelques mois, quoi, direct, c'était réglé. c'était pas possible. J'aurais juste parlé, quoi. J'aurais juste dit, bon, j'ai rencontré quelqu'un, par contre, laissez-moi du temps. Ils m'ont dit non, tu nous l'as dit? Ah bah, tu réserves une salle de mariage. Je te promets. Je me suis retrouvée à aller chercher une salle de mariage auprès de la mairie. On m'a dit, mais vous la voulez pour l'année N? Je dis non, non, pour l'année N plus 1. Je dis non, non, l'année N. Tu vois? Alors que mes sœurs, elles ont fréquenté leur mari. Quoi. Ah non, mais pourquoi t'as pas eu une relation comme ça, on va dire cachée avec lui, et puis ensuite, bon, quand tu vois que c'est sérieux, à ce moment-là, tu leur Bah, présentes? c'est un peu ma naïveté qui a fait que, parce que Ouais. j'ai eu beaucoup de pression. J'ai eu énormément de pression parce que quand j'ai fini le lycée, alors j'ai fait une fois au lycée, j'étais avec un petit copain et j'étais assise sur ses genoux sur un banc. Et mon père, il est arrivé ce jour-là, et c'est un truc que je faisais pas d'habitude. Et mon père, il est arrivé, il était devant la grille et il nous a vus. Et là, je me suis dit, c'est fini, je vais mourir ce soir. Donc, je le vois, on dit rien. Il me dit, monte dans la voiture, je monte dans la voiture. Tranquille, il était vraiment. Et on devait faire 25 km pour rentrer à la maison. Dis-toi, il n'y avait pas un son pendant les 25 km. Je suis arrivée à la maison.
Il a tenté de m'attraper, tout ça. Je suis partie dans la chambre. Ma mère commence à crier. Il a récupéré une latte d'une palette. Tu vois, il a une palette qu'il avait trouvée dans la cave, une palette un peu machin. Il a arraché une latte et il est remonté pour pouvoir me frapper pour ce qu'il a vu, tu vois. Il est Et dingue. ma mère, elle était dans un état mais pas possible. Et du coup, je crois qu'ils ont discuté entre eux. Ils ont dû faire un deal. Et donc là, je sors et je lui dis, voilà, je vais quand même m'excuser. Non, mais c'est parce que, voilà, on était comme ça, mais il n'y a rien. Il me dit, ok, il n'y a rien, pas de problème. Demain, tu vas chez le médecin et on va vérifier ta virginité. Tu vois, pour te dire, c'est... Et ça a été hyper compliqué à gérer parce que, en plus, tu vois, médecin de famille d'un petit village, tu sais, je ne comprends rien. Et donc, je l'ai vu tout seul et je lui dis, bon, voilà, mes parents, ils viennent de là, faut les comprendre, dites-leur ce que vous voulez, mais voilà, moi, je suis vierge, c'est rien passé. Voilà. Donc, il leur a dit, vous inquiétez pas, même s'il n'avait pas le droit de délivrer un certificat de virginité, mais il leur a dit oralement, c'est bon, votre fille, il n'y a pas de problème et tout. Et comme ça, il voulait pas que je fasse des études. J'étais sur la fin, j'étais en terminale, et moi, je voulais absolument étudier. Je me voyais pas du tout sans bagage scolaire. Donc, j'ai dû Mais qu'est-ce qu'il batailler. voulait que tu fasses alors? Ben, il voulait que je reste à la maison jusqu'à que je me marie. Le truc basique du bled. Je savais pas que ça existait en France, ce truc-là. Je te promets, à l'époque, c'était... Mais alors, attends, j'ai eu mon bac quand? C'était en 94, 93, je sais plus. Tu vois, ça fait quand même plus de 30 ans, quoi. Près de 30 ans. Et donc, j'ai dû batailler pour entrer à l'université. Alors, en plus, j'avais un projet de vie. Je voulais voyager parce que je voulais faire interprète. Donc, je voulais faire l'Angleterre pour apprendre l'anglais, ensuite l'allemand, je vais aller en Allemagne, ensuite en Espagne. Et quand j'ai vu leur état d'âme par rapport à toutes les relations que j'aurais pu avoir avec les gars, j'ai dit stop, c'est même pas la peine, j'oublie ce truc, quoi. C'était pas Non, mais possible. c'est mort. Et t'imagines, toi, tu vas à l'étranger et tu leur dis, oui, t'inquiétez pas, tout va bien se passer, mais ça va pas ou quoi? Maintenant, impossible. Du Ça coup, va ce que pas. j'ai fait en parallèle, je me suis dit, tiens, je vais à l'université de Paris et je vais leur raconter un mytho parce que je voulais vraiment couper le cordon. J'en avais marre de cette pression familiale. Donc, je leur ai dit que mes spécialités que je voulais faire, ils étaient juste à Paris. Alors qu'elles étaient aussi dans le centre, mais je dis non, je ne peux pas faire autrement, je peux aller qu'à Paris pour ça. Et j'ai dû appeler mon oncle au bled. C'est un de mes rares oncles qui a fait des grandes études. Je leur ai dit de les convaincre, de me laisser aller à Paris. Voilà. Donc, on a réussi à me laisser aller à Paris. Mais par contre, ils m'ont dit, en parallèle, tu me trouves un mari. Tu vois, donc Ah oui, c'est les études, ça n'avait donnant-donnant, rien à faire. hein. C'est donnant-donnant, Louisa. Le Ah oui. truc de dingue. Voilà. Et donc, moi, le mari, j'en avais un peu rien à faire, quoi. Moi, je voulais juste, voilà, étudier, mais aussi, en même temps, m'amuser, quoi. C'était pas de... Il voit le temps passer et toujours rien. Et un jour, j'entends mon père dire à ma mère, peut-être qu'elle a un jean. Un jean amoureux, tu vois, qui ne la laisse pas, qui ne la laisse pas trouver un mari, tu vois. Et je te jure, ils ont été jusqu'au bout du concept. Ils m'ont emmené dans la cave de la maison et ils ont brûlé, tu sais, des pierres un peu brillantes, du type quartz, tu vois. Tu vois le type de pierre? Ils ont mis Ouais. ça, fumé et tout, et ils m'ont dit, tu traverses le pot, c'est un pot en terre cuite, et ils ont commencé à lire des incantations, tu sais, que je comprenais absolument rien à ce qu'ils disaient. Donc c'était Et un toi, truc qui t'étais était comment écrit sur pendant un tout bout de ça? papier. Un truc de fou, je te dis. J'imagine la scène, mais toi, tu dois être sous le choc. Tu sais pas ce qui se Je passe. suis dit, moi, du moment qu'ils me laissent tranquille, je m'en fous. Je peux traverser 50 fois le pot, j'en ai rien à faire. Tu vois. J'étais au bout de leur jeu.
Et donc voilà, c'était hyper compliqué quand même, cette relation que j'avais, de devoir, tu vois, d'un côté, de devoir trouver un mari, la pression des études, parce que bon, je voulais quand même, voilà, avoir quelque chose d'assez intéressant à la clé. Et donc, en arrivant à Paris, je me rends compte que, tu vois, je vois du monde. Je vois du monde, je vois plus, beaucoup plus de maghrébins, je vois beaucoup plus la religion qui est bien mise en place. C'était en 80, 95, je crois, 95, 96. Je vois ça, je me dis, mais waouh, j'étais complètement déconnectée par rapport aux Maghrébins qui étaient sur place. Et il y avait aussi des Maghrébins qui venaient pour étudier, qui venaient du bled, qui venaient pour étudier. Donc tu vois, cette ambiance-là, je la connaissais pas moi avant. Donc, je l'ai découverte à Paris. Mais par contre, tu vois, je sentais qu'il y avait de plus en plus d'islamisme, des femmes voilées, des gens qui parlaient entre eux d'heures de prière, tu vois, des choses comme ça. Moi, je correspondais pas du tout à ce profil, mais en même temps, j'étais assez contente d'être avec eux parce que j'avais l'impression de, tu sais, qu'on se ressemblait d'un point de vue ethnique, d'un point de vue éducation. Tu sais, on a le même type de parents, la même éducation. Mais je refusais l'idée d'être dans un communautarisme, tu sais, identitaire et ou religieux. Tu vois, je me voyais pas là-dedans. Je n'étais pas à l'aise avec les gens qui pratiquaient la religion à fond. Je me retrouvais pas dans leur profil. C'était pas du tout conforme au mien, quoi. Donc, j'ai continué à vivre cet islam classique. Voilà, j'ai pas changé pour autant ma pratique. Ça s'arrêtait au Ramadan. Et bah, j'allais chez mes parents lors de- des, des deux fêtes dominantes du calendrier lunaire. Mais voilà, au-delà de ça, je faisais rien d'autre, quoi. Tu mangeais pas de porc, hein, je suppose. Hein. Non, 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 non. D'accord. Voilà. Et puis, quand je suis arrivée à l'université, on commençait à manger halal, tout ça. Donc, tu vois, les restos, tout ça, on faisait attention, quoi. Ok. Ok. Et c'était même pas dans les débuts des années universitaires, je dirais peut-être à la troisième, quatrième année. J'ai senti que j'étais regardée, que j'étais épiée. Si je traînais avec plus de blancs, bah, c'était très bizarre, tu vois. Alors, on me prenait pour une campagnarde, mais alors, bon, tu vois, j'étais pas du tout, parce que c'était beaucoup des mecs de cité, tu vois, des nanas de cité. Donc, moi, Ouais. je faisais pas partie de ça. Donc, je connaissais pas. Et du coup, on me prenait pour la blanche déguisée, tu vois, la blanche déguisée campagnarde qui connaît rien à nos traditions, à l'islam, à rien, quoi. Et puis, je mangeais pas halal parce que, voilà, j'avais pas trop le choix des fois. Parce qu'à mon époque, il n'y avait pas tant que ça, hein. T'as le McDo, t'avais pas le. Je sais même plus s'il y avait le fish à l'époque, mais je détestais ça. Le truc, vraiment, voilà. Voilà, donc ça, c'était les années universitaires. Ensuite, bah, il a fallu que je trouve ce fameux mari, hein. Alors, il a toujours pas trouvé. Il n'y avait Et pas de rencontre halal à l'époque, non? non, il n'y avait pas forcément ça, mais tu vois, il y avait quand même les blédards, il y avait quand même des mecs de cité, mais c'était pas trop mon truc. Et moi, donc j'ai rencontré mon ex-mari à l'époque, pareil, qui avait vécu dans une petite ville. Là, et il me correspondait, donc parfait, c'était génial. Je me suis dit, c'est bon, c'est l'homme qu'il faut. Ils le veulent musulman, ils le veulent algérien, c'est bon, il a tous les critères. Allez, avec ma petite naïveté, là, je leur ai raconté. Au bout de quoi? Au bout d'un mois. Un mois de fréquentation. Juste pour qu'ils se taisent, quoi. Je voulais pas, tu sais, j'en avais marre d'entendre, ouais, elle est toujours pas mariée, elle va vieillir, elle aura pas d'enfant, elle aura rien. Bon, bref. Et donc, je leur ai dit, on dit, ah ouais, bah c'est bien, parfait, allez, garde-le et prépare ton mariage. J'avais même pas fini mes études pour te dire. C'était vraiment compliqué. Du coup, bah, c'est pas grave. Je me suis quand même donc mariée en octobre. C'est très bien passé. Bon, j'étais avec quelqu'un qui pratiquait pas forcément la religion. C'est même moi d'ailleurs qui lui a demandé de faire le ramadan avec moi, parce qu'il faisait même pas ça. Quelle origine, lui, Algérienne. Ah, Algérienne, mais de côté est.
Mais par contre, voilà, lui aussi, il a grandi en France, il comprend même pas l'arabe. Alors que moi, je le comprends. L'arabe algérien, je le comprends sans problème. Alors son profil, voilà, algérien typique, super jaloux, super énervé, tout ce que tu peux imaginer d'un Algérien. tous les, tous les concepts typiques d'un Algérien. Mais voilà, il m'imposait pas de pratiques religieuses spécifiques. Je n'en imposais pas plus, à part le ramadan. Je dis, ouais, ça fait bizarre quand même que moi je fasse le ramadan et pas toi. Et quand on aura des enfants, ça va faire bizarre encore plus, quoi. Donc autant être sur la même longueur d'onde. Et puis, cette pratique confortable, ça nous allait bien, quoi. C'était parfait. Mais par contre, voilà, c'était quelqu'un de jaloux possessif. J'ai vécu quand même des années assez difficiles avec lui, sachant que voilà, le moindre fait et geste était épié. Il faisait attention avec qui je parlais, pourquoi. Il regardait mon téléphone, voilà, et il fouillait mon sac pour savoir s'il n'y avait pas des numéros qui étaient cachés ou il y avait autre chose. C'était assez compliqué. Voilà. Mais bon, ça fait pas partie du sujet, mais voilà, c'était juste pour te dire un peu. Voilà ce que je peux te dire de toute Et, ma vie de musulmane couscous. et alors, comment parle-moi un petit peu de ton processus vers l'apostasie. Toi, tu as commencé à douter. Comment ça s'est passé? Ouais, alors, en fait, bon, je travaillais à l'époque, hein, c'était en 2009. Donc, j'avais ma meilleure amie. Une fois, bon, à l'époque, je fumais. Bon, c'est pas bien de fumer, hein, je le dis dans la vidéo parce que j'ai arrêté depuis des années. Donc, je fumais et une fois, comme ça, j'allume ma clope devant ma meilleure amie, puis elle me dit alors attends, ma meilleure amie, elle est avec un Kabyle qui a grandi en Kabylie et qui est athée. Et elle est 100% auvergnate, voilà, de ce qu'il y a de plus français. Et elle me dit, mais franchement, Luisa, tu fumes, mais en fait, t'es pas du tout musulmane, parce que de tout ce que tu pratiques, j'ai l'impression que tu pratiques rien du tout, à part le fait que tu crois en Allah, mais sinon, tu fais rien d'autre, quoi. Et ça m'avait tilté. Je dis, mais tiens, elle a raison. Elle a raison, parce que j'ai beau dire que je suis musulmane, mais je pratique absolument rien, quoi, ou quasiment rien. Mais du coup, Et, tes parents, ils priaient, etc. Du coup, depuis l'épisode de l'appartement, hein. ouais. Ben oui, D'accord. oui, ils continuaient à prier. D'ailleurs, ils ont été au Hajj entre-temps, tu vois, ils ont Ah fait, oui. voilà, ils sont, alors, c'est pas des rigoristes, hein, ça reste pas, ils sont pas là à parler de Dieu sans arrêt. Mais par contre, ils se lèvent pour le Fajr, ils font toutes leurs prières, ils écoutent des prêches à la télé, tu vois, voilà, c'est assez rythmé, mais c'est pas forcément du rigorisme religieux, quoi. Ouais. Elle porte toujours son petit foulard avec sa djellaba pour aller au marché, mais voilà, ça s'arrête là. Et puis, nous, les enfants, enfin, aucune de mes sœurs ne porte le voile. Tu vois, on est resté encore à l'européenne, quoi. Bah, espérons que ça va rester pour les temps à venir. Mais Je l'espère, je suis confiante. Dans ma famille, je suis confiante, ça va. Donc, ma meilleure amie me dit ça, et donc je me dis, bah tiens, il serait peut-être temps quand même que je me penche là-dessus. Donc, je lis le Coran pour une première fois. Alors, en français, hein, je sais pas lire l'arabe, hein. Et la première analyse que je fais, bah, je comprends rien en fait. C'est un livre qui est lourd, qui est indigeste, mais vraiment indigeste. C'est vraiment, je comprenais pas pour moi c'était incompréhensible. Mais en même temps, je trouvais que le récit il était trop léger, tu vois, trop léger pour que ça provienne d'une parole divine. Parce qu'on m'a toujours mis dans la tête que c'était une parole parfaite, divine, machin. Et je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup de pression, tu vois, beaucoup de chantage. Il y a l'enfer qui t'attend, t'as des châtiments. C'est assez gore, quoi. Et d'un autre côté, tu vois aussi qu'il y a beaucoup de miséricorde.
et c'est, tu sais, c'est comme une espèce de schizophrénie dans le récit, tu vois. Il y a un côté où on te dit, fais gaffe, tu vas tomber dans les limbes, et d'un autre côté, on te dit, t'inquiète pas, il est pardonneur, tu pourras faire tous les péchés, on finira bien par te pardonner. C'est très bizarre. Ça, c'était la première analyse que j'avais fait de ma première lecture. J'ai continué à le lire, je l'ai relu pour avoir, tu sais, tu sais, la première lecture, c'est pas suffisant, donc il faut quand même rentrer dedans. J'ai lu aussi un petit peu l'histoire de l'islam. Et petit à petit, je trouvais que c'était assez absurde qu'un dieu puisse passer par ce canal de communication, tu vois. Parce que le récit, il est pas abordable facilement, il n'est pas abordable d'un point de vue intellectuel. Tu sais, il faut se mettre aussi dans la situation de l'époque, parce que c'est difficile de faire appliquer les préceptes qui soient aussi archaïques qu'ils soient, avec une vision qu'on a d'aujourd'hui. Tu vois, j'ai trouvé ça, c'est difficile quand même. Hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu parles des concepts que tu peux lire dans le Coran, Ouais, les faire appliquer à l'époque. ouais, Je vais te dire, ouais, mais rien que la lecture, tu me parlais de la lecture, tu me disais c'est indigeste. T'imagines ouais. pour les gens de l'époque qui étaient illettrés? Je veux dire, Non mais, bah comment oui, ça se passe tu vois, en fait? on est d'accord, Déjà, c'est. un livre pour l'humanité, mais en fait, t'as juste 0,003% de l'humanité qui comprend le livre. Donc, je vois pas en fait Ouais. l'intérêt, mais. Bah oui, ouais. Ah non, mais c'est hyper compliqué. Bon, après, il y a cette histoire de traduction, parce que je l'ai lu en français, c'est encore plus dur. Quand tu viens avec une traduction, tu te dis, est-ce que c'est vraiment le bon mot, est-ce que c'est vraiment la bonne tournure de phrase, etc. Tu vois. Si tu doutes quand même de cette traduction, d'autant plus que l'arabe, c'était de l'arabe ancien, donc voilà. Je, je trouvais que c'était pas abordable à un être humain lambda. Et du coup, comment un Dieu qui veuille vraiment faire propager une religion et, et, et convaincre les gens puisse passer par ce type de communication, aussi dur qu'il soit. Et voilà, le mec d'en face, lambda, avec une intelligence normale, c'est compliqué pour lui. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais surtout, tu vois, ce que tu avais relevé juste avant, c'était sur l'histoire du tout miséricordieux et en même temps, celui qui va te faire brûler en enfer, il va faire un barbecue de ton, Ben oui, de ta peau. Et en bah oui, fait, parce que moi, je voyais ça. en plus, tu passes du coq à l'âne. Hein. Et non, mais Vraiment, c'est ouais, vraiment ça. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai commencé juste à le lire, j'en étais dégoûté, juste les premières pages, ouais, parce que il te dit, il y a une page, il te caresse, il te dit, t'inquiète pas, moi je suis tout miséricordieux, t'inquiète pas que des mecs comme moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas deux. mm, Et puis la page d'après, attention, parce que sinon je vais te brûler en enfer pour l'éternité, etc. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce. ouais, Une page, t'as exactement. l'impression que c'est le bonheur, et l'autre page, t'as l'impression, enfin, ça te met ça te met la pression, ça te met des menaces. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout et son contraire, hein, Ouais. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le ressenti que j'ai eu. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, on a l'impression qu'il y a deux dieux quoi, à l'intérieur. Et tu as celui qui te menace, mais en plus fortement, parce que c'est quand même assez gore. Hein. Euh, on vit dans une civilisation où les violences, elles sont de moins en moins gore par rapport à cette époque-là. Et je me dis, waouh, c'est quand même assez fort. En plus, c'est un livre qu'on doit enseigner aux enfants qui sont enseignés aux enfants. Je me dis, mais c'est pas possible d'avoir de telles violences qui sont écrites dans le Coran et qui sont enseignées à des enfants. C'est moi, j'imagine le concept d'éternité. Moi, c'est quand j'étais petit, c'est un truc qui me. Parce que moi, j'arrivais pas à m'imaginer l'éternité dans ma tête de gosse, tu vois. C'est quoi Mhm. l'éternité? C'est 2 millions d'années? C'est 4 milliards d'années? C'est combien? Ah Je me ouais. dis, tu vois, et en fait, c'est un infini. Et quand c'est un infini, tu t'imagines la douleur du truc, elle est juste infinie. Et il y a vraiment moyen de te mettre la pression, surtout quand t'es un gosse. Surtout Ouais. quand t'es un gosse. Quand Mhm. t'es adulte, ça apprend beaucoup moins. Tu vois, l'islam, si on essaie de convertir les gens une fois adultes, ça prendrait beaucoup, beaucoup moins. Mais quand t'es un gosse, voilà, toi, tu fais confiance à tes parents, à ceux qui ils te disent que le Coran, c'est la vérité. Toi, tu dis, tu vois, ouais, attention, parce que sinon, ça va être un barbecue Mhm. avec ta tête pour l'éternité. Crois-moi que tu roules droit, hein, Ben tu oui. suis. Hein. Ah oui, mais c'est surtout quand, c'est pour ça que c'est surtout facile de t'endoctriner quand t'es un gosse, parce que t'es tellement,
tu suis les adultes en fait. Hein, aussi. Ouais, puis c'est surtout, tu le contrains par la peur. Il y a pas d'amour dans la formulation, dans ce que tu as envie d'enseigner à ton enfant. Il n'y a pas d'amour, en fait. On te dit, attention, si tu ne fais pas ça, tu risques l'enfer pour l'éternité, et voilà, tu vas souffrir pour l'éternité. Moi, j'ai jamais entendu mon père dire Dieu est amour, Dieu est machin, Dieu est génial, Dieu est super. Et à la limite, il va te parler un petit peu, il va te décrire le paradis, dire voilà, tu auras tout ce que tu veux. Il y a plusieurs niveaux. Si tu fais encore mieux, tu auras un niveau, tu vas passer dans un level supérieur, tu vois, des choses comme ça. Mais moi, tel que je le conçois, c'est à tout prix, il faut éviter l'enfer, quoi. Le paradis, je m'en fous à la limite. Hein. Mais moi, ce que je veux pas, c'est d'aller en enfer. C'est des choses comme ça, tu vois. Mais non, mais je te jure, parce que moi, aussi, j'ai remarqué un truc entre les chrétiens et les musulmans, je voyais ça. Souvent, quand tu suis pas les préceptes, les gens essaient de te convertir par la crainte. Craignez Allah, revenez sur le droit chemin, repentissez-vous, etc., etc. Et à côté de ça, tu as les chrétiens, ils essayent de t'attirer par l'amour. J'ai remarqué ça. Les musulmans, ils essaient de t'attirer par la crainte. Et attention, si tu fais pas ça, crois-moi, crains Allah. Attention, parce que sinon, il te réserve un châtiment, mon coco. Tu vas t'en souvenir. Et à côté de ça, t'as le chrétien, il essaie de t'attirer par l'amour. Jésus te pardonnera, Jésus ceci, cela. Et le discours, ça n'a rien à voir. En fait, ce que ça crée dans les esprits, les conséquences que ça crée dans l'esprit humain, elles sont totalement différentes. Je le vois très très bien quand j'ai un discours chrétien et quand j'ai un discours musulman. Mais ça tient par la crainte, c'est vraiment ça. C'est hyper glauque quand même. La lecture que j'en fais, enfin moi la conclusion que j'en fais de toutes ces lectures, je me dis c'est quand même assez glauque. C'est une religion qui, voilà. Et je trouvais que c'était tellement humain, tu vois, même dans l'organisation. Tu vois, parce que si tu regardes de plus près le Coran et même l'histoire du prophète, etc. En filigrane, bah, c'est purement de la gestion des organisations, hein, comme on fait dans les sociétés. Tu vois, tu as une gestion scientifique de l'organisation. Tu vois, par exemple, Mohamed qui prône pour une paix sociale, tant qu'on on répond à ce qu'il demande. Tu as aussi, par exemple, tu as un pouvoir dominant. Tu vois, il propose une carotte qui est le paradis. Tu vois, pour avancer comme un âne sans poser de questions. Tu as aussi le principe, c'est le principe de la division verticale et hiérarchique. Donc, tu vois, dans l'organisation, tu as Dieu au-dessus, tu as Mahomet comme bras droit, tu as les disciples qu'on peut faire qui peuvent s'apparenter à des cas de sup, tu vois. Et puis, tu as tous les autres. Donc, en termes d'organisation, tu vois, c'est un peu la même chose. Et tout ça, c'est purement des composantes humaines, tu vois, des composantes d'une organisation de société qui a été créée par les humains. Donc, je me dis, c'est pas possible qu'un Dieu qui soit omnipotent, omniprésent, qui sait tout sur tout, puisse utiliser des outils, des concepts humains pour pouvoir communiquer. Tu vois, je trouve ça consternant, quoi. C'est très bizarre. Donc, Ouais, moi, il y a un truc, il y a aussi qui me faisait tourner, il y a un truc qui me trottait dans la tête aussi quand j'étais petit, c'était comme toi, là, comme tu disais, pourquoi utiliser des ressources humaines pour faire passer un message divin? Le coup ouais, je t'écris un livre pour te transmettre un message de la part de Dieu. Enfin, je veux dire, le gars, il a créé, il a créé l'univers, il a créé tout ce qu'on voit autour de nous. Mais en fait, il a besoin de l'homme quand même, t'as vu, hein? Il a quand même besoin de l'écriture, t'as vu? non, puis alors, c'est surtout quand on dit que Dieu sait tout, absolument tout, il est le meilleur des mondes, le machin, tout ce que tu veux, mais il utilise donc des outils qui ont été créés par les humains. En fait, il n'apporte pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation dans sa communication, dans le fait, dans la manière dont il propage la religion, etc. Il n'apporte absolument pas d'innovation. C'est purement humain, c'est des règles d'organisation, de division, de propagande. Voilà, c'est des règles qui sont inventées par les humains. Donc,
s'il avait été meilleur que nous, il aurait pu apporter quelque chose de bien meilleur pour pouvoir fournir cette communication à chacun d'entre nous et qu'on puisse avoir aussi surtout l'égalité des chances dans la perception de cette religion. Parce que un livre qui date du 7e siècle ou du 9e siècle, quelqu'un qui arrive au 20e, 21e siècle, je suis désolée, on n'a pas la même égalité des chances dans la perception de cette religion. Donc tu vas l'interpréter comme tu veux, tu vois. Et quand on me dit que d'un côté Dieu est juste, et non, il n'est pas juste. Je suis désolée, moi j'aurais bien aimé être là, moi, à côté de la grotte, à entendre l'ange Gabriel raconter la vie de Dieu, là. J'aurais bien aimé être là. J'ai pas été là, je suis pas témoin. Je suis pas témoin et donc, pourquoi il passe par par définition, Mohamed, j'ai moins de chance que ceux qui étaient déjà là, tu vois. pourquoi il passe par Mohamed? Je veux dire, il est obligé de passer par un gars, et après, tu dois le croire, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des choses voilà, qui m'ont fait beaucoup douter. Et une remarque. Alors, ça, c'est une deuxième remarque. J'ai trouvé ça, mais complètement, c'était énorme. C'est la place de la femme. Alors, je sais qu'elle est dans la cuisine, mais, mais la place de la femme dans ce monde, dans ce monde ici-bas, et celle qu'on lui promet par la suite. Là, franchement, tu vois une réelle différence de traitement. Déjà, le Coran, j'ai pas l'impression qu'il parle directement aux femmes, mais il parle plutôt aux hommes et que ces mêmes hommes communiquent à leurs femmes, tu vois. C'est très bizarre. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu dans cette lecture. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est tellement gros que c'est pas possible que ça puisse Ouais, être. quand t'es une femme, je pense que quand tu lis le Coran, tu te dis, putain, je suis un être humain de seconde zone, en fait. Bah oui, complètement. Même la sourate Nisa, même elle est pas adressée aux femmes, hein. Si tu peux juste préciser pour la sourate, comme ça, tout le monde sait de quoi on parle. C'est adressé aux hommes et ces hommes-là doivent communiquer à leurs femmes quels sont les préceptes à faire, à pratiquer, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça très bizarre. Et sinon, Voilà. après, il y a encore pire. Moi, je pensais surtout aux esclaves sexuels. Pour les femmes, bon, moi, je me dis, j'essaie de me mettre à la place d'une femme. Le truc qui m'aurait le plus choqué, parmi tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est les esclaves sexuels. Ah ouais. Les esclaves sexuels, je me dis, mais attends, tu te fous de qui, là? Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est Pour moi, juste pas possible. Et en plus, tu vois, ça aussi, le fait que les hommes puissent prendre des esclaves, ça aussi, tu vois, ça a été créé par l'homme en lui-même. Le fait que, tu vois, on peut aller chercher des femmes pour se soulager ou même des hommes pour faire des travaux de manière gratuite, ça, c'est un concept qui a été inventé par l'humain. Donc, il en parle et en plus, il autorise. Tu vois, c'est horrible. C'est horrible de dire que tu peux te servir d'une femme, faire ce que tu as à faire sans son consentement, sans quoi que ce soit. C'est Et odieux. l'histoire aussi la femme peut avoir qu'un seul homme et l'homme peut avoir 4 femmes. Ça, c'est un truc aussi qui m'a toujours tourné dans ma tête. Je me dis pourquoi. Voilà, c'est cette différence de traitement. On parle d'hommes. D'ailleurs, encore une fois, on parle aux hommes de dire voilà, vous pouvez avoir ces femmes-là, vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir ça. La femme, non, on n'a pas, elle a pas forcément ces mêmes traitements. J'ai trouvé ça horrible. Bon, après, je suis pas je suis pas une féministe, pas de dernière génération. Je suis une féministe des années 80, tu vois, où je prône pour l'égalité des traitements, l'égalité des salaires, etc. Et quand je lis ce genre de truc, je me dis, c'est un torchon, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. D'autant plus que même par la suite, tu vois, après la vie, tu vois, ce qu'on leur promet derrière, c'est peanut, hein, à côté des hommes, hein. Même si Ah, mais de toute façon, je les envie pas, hein, les hommes. Clairement, pour avoir autant de houris, je les envie pas du tout. Mais rien que dans le fait de ne pas les traiter de la même manière, je trouvais ça odieux. Donc voilà, ça, c'était mes premiers doutes. Et puis bon, j'ai ramené le Coran avec la science. Moi, j'ai un intérêt un peu pour l'astronomie, tu vois. Je regarde un peu les travaux des astronomes comme Copernic, Galilée, etc. Et un jour, je tombe sur un article sur Giordano Bruno, tu vois, je crois que c'est un philosophe.
Donc il a écrit comme quoi, tu vois, son récit, c'est sur la base des travaux de Copernic. Il, euh, il, euh, il développe la théorie de l'héliocentrisme, c'est ça. Et donc, il démontre de manière académique que l'univers est infini, qu'il n'y a pas de centre, et que par définition, la Terre elle-même, c'est pas le centre de l'univers. Et donc, à la suite de ça, de ses travaux, il a été accusé d'athéisme et il a été brûlé vif pour ça. Et là, je me dis, waouh, quand même, les religieux, ils sont vraiment déterminés à préserver la supposée véracité des récits bibliques, quoi. Et je fais un parallèle. Je me dis, le Coran aussi, ça doit être un fake. C'est pas possible autrement. Ils veulent vraiment nous faire croire qu'il y a un certain nombre de choses, tu vois, pour leurs intérêts, autres que celui de diffuser réellement une religion révélée par Dieu, quoi. Tu vois, je fais ce parallèle-là. Je me dis, si les religieux, là, les chrétiens, ils ont brûlé vif un gars qui a prouvé par A plus B que l'univers était infini et donc contraire au récit biblique, le Coran, il peut s'avérer que ce soit un fake. Et du coup, j'ai commencé à regarder aussi un peu plus de récits et de documents qui critiquent la religion. Jusque-là, je suis pas allée. Et donc, quand j'ai commencé à regarder des documents qui critiquent la religion, c'est là où je voyais que c'était conforme à ma vision, qui est plutôt rationnelle des choses. Donc, à travers ça, j'ai découvert aussi que certaines sourates étaient abrogées par d'autres. Et là, ça a été vraiment, je crois que c'est la coup de massue. Donc, des sourates qui étaient abrogées par d'autres. Donc, un système de genre annule, remplace le précédent message, tu vois. C'est le genre de truc, tu sais, le mail que t'envoies, mais t'as fait une faute et tu dis annule, remplace le truc. Et je me dis, c'est quand même consternant qu'on nous met dans la tête que les messages proviennent d'un Dieu omniprésent, omnipotent, qui sait tout sur tout, et qui se trompe, quoi, parce que visiblement, il s'est trompé. Donc voilà, c'est là où j'ai dit que l'histoire était quand même louche. Et donc j'ai arrêté de croire et je me suis dit à moi-même que je n'étais plus musulmane en 2011, donc ça fait 10 ans. En 2011. T'avais Ouais, quel âge? 2011, donc moins 10, 35. Bon, mieux tard que jamais, hein. Ouais, mais 35 ans de... Et encore, vraiment, je me sens chanceuse parce que quand je vois comment l'islam a tourné aujourd'hui, comment la tournure qu'a pris la religion, avec un intégrisme fort, tu vois des Alors, fois. t'inquiète, on va en parler de ça, justement. Ça, je le laisse à la fin parce que c'est un peu plus politique, on va dire. Hum. Mais comment donc s'est passée ta nouvelle vie? Est-ce que t'as pas eu la peur de l'enfer pendant un certain temps? Bah, dis-toi que je me suis sentie, alors en plus, il y a 10 ans, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de communication liée à l'apostasie. Donc je me suis sentie vraiment seule face à cette situation. J'étais complètement perdue. J'avais toujours peur de l'enfer, bien que la même année, j'ai arrêté le ramadan. Ça, c'était la première chose que j'ai fait. Par contre, Oui. le reste, j'y allais pas. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça. J'ai l'impression d'enfreindre la loi globale. J'avais vraiment l'impression de trahir mes proches, de dire, je peux pas aller. Enfin, en plus, j'étais dans une situation assez compliquée avec mon mari, donc je voulais pas ajouter ça en plus, quoi. Donc j'étais vraiment seule et c'est vraiment très très dur. C'est très dur d'être seule face à ça parce que tu peux pas en parler à ta famille, tu peux pas en parler à ton mari, tu peux pas en parler à tes enfants. Bon, j'avais mes amis, ça allait, je pouvais en parler. Je me cachais pas au boulot. Mais par contre, tu vois, je suis restée la même pendant quelques années encore, sauf durant le ramadan. Et durant le ramadan, au travail, je sortais complètement. Je sortais du bureau. Bon, je les accompagnais pas à la cantine. Je le disais pas, mais j'allais manger dehors. Ça a duré, allez, 2-3 ans. Et après, je me suis lâchée.
Je me suis lâchée et surtout avec Twitter où j'ai rencontré des nouveaux, enfin des apostats. Là, je commençais vraiment à vivre ma vie comme je l'entendais. Ouais, c'est ça, il faut les connecter parce que sinon les gens se sentent. En fait, comme c'est quelque chose qui est assez tabou, l'apostasie en islam, bah, les gens Mm. n'en parlent pas. Et donc, en fait, en n'en parlant pas, personne pense qu'il existe des apostats, en fait, tu vois. Mais Ouais. ils existent et il y en a pas mal. On essaie Et de il y en les. a, hein. C'est pas comme s'il n'y en avait pas. Tu Ah oui, vois, il y en a beaucoup. je te parlais du mari de ma meilleure amie. Euh, quand je l'ai vu en tant qu'apostat avec son verre de vin à table, sa côte de porc et tout, je suis, waouh, bon, après, c'est un Kabyle, bon, ça passe. Tu vois, c'est pas comme les autres Algériens. Pourquoi le J'arrivais quand Kabyle, même ça passe? à me... Ouais, non, c'est bizarre de dire ça, parce qu'il y a beaucoup de Kabyles qui ne croient pas en Dieu. Et du coup, je me suis dit, peut-être que dans leur communauté, ça a l'air d'être... Tu peux, tu peux aisément faire ce que tu veux, quoi. Et c'est pas forcément vrai, hein. Il me l'a bien confirmé, il m'a dit non, non, il faut pas croire, hein. Les Kabyles ne font pas ce qu'ils veulent. Je te garantis, c'est vrai qu'il y a plus de rebelles, c'est vrai, mais c'est pas moins difficile Ouais. d'en sortir. Et surtout aujourd'hui. Moi, je peux t'en parler. De la Kabylie, par exemple, quand j'étais petit, en fait, les femmes voilées, ça n'existait pas, tu vois. Moi, j'ai jamais vu Mm. ça dans la Kabylie, hein. Parce que moi, je suis né en Algérie, j'ai grandi un petit peu en Kabylie jusqu'à l'âge de 6 ans. Il y avait Mm. personne, j'ai jamais vu une voilée en Kabylie, quoi. Il y avait une mosquée, etc., mais il n'y avait pas de voilée. Il y avait même des chrétiens dans le village. Tu vois, c'est pour te dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, maintenant, quand j'y retourne 20 ans, 20 ans plus tard, Mm. franchement, ma tante elle est voilée, ma grand-mère elle est voilée, j'ai 3 tantes maintenant voilées, c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi. Ah, ouais, ouais. Et donc l'islamisation a bien fait son travail là-bas, Ah et oui, moi c'est ce oui. que je vois en France maintenant. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir en France, et je me dis putain, si ça vire comme la Kabylie, ça va pas le Mm. faire en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, hein. C'est C'est ça, puis les plages, les plages. Oh, moi, j'étais détruite quand j'ai vu les Burkinais arriver, hein. Ah, j'étais détruite parce que j'adore mon pays. J'adore l'Algérie. Je me sens autant algérienne que française. J'adore les deux cultures, mais vraiment, hein. Je suis autant capable de danser à l'arabe. Je suis aussi capable de faire la route des vents, tu vois. Le truc complètement. Je suis capable de faire ça. Et euh, donc, pour moi, ça a une grande importance. Je suis quand même rattachée. Et quand j'ai vu les Burkinais arriver, quand j'ai vu les plages qui étaient bondées, alors la première fois, c'était dans les plages publiques. Et j'y suis allée peut-être 7 8 ans après. J'ai trouvé même ça dans les plages privées. Je me suis dit, c'est pas possible, mais voilà quoi. Ça se propage comme une traînée de poudre. De poudre. ouais, c'est vrai que les femmes moi c'était à l'époque c'était à Bourg-Merdès aussi. Après côté arabophone, c'est un peu plus islamisé que le côté kabylophone. Parce que le kabylophone, quand même, tu voyais quelques femmes sans voile, etc. Ça passait encore. C'était un 50-50, tu vois, si tu veux. Mm. Et côté arabophone, putain, je voyais que des femmes voilées, ça. Et je me demandais à chaque fois, mais comment ils pouvaient se baigner avec ça, quoi? Comment ils peuvent se baigner avec ça? C'est incroyable. Elles Et- ont trouvé la solution, visiblement, qui ont emporté en France. Pareil, je suis allée dans le sud l'année dernière. J'ai vu des femmes en burkini dans les plages françaises. C'est pas possible, ça va pas s'arrêter, hein. C'est flippant. Ça va être un jour, mais bon, voilà, après, on verra bien. Mm, On verra bien. Et alors, pour revenir à notre sujet, mm. euh, donc le port, toujours pas jusqu'à aujourd'hui? Bah, je suis encore à l'étape, comme on le dit, très. Je l'entends très souvent. Je suis encore à l'étape du Big Mac avec la tranche de bacon à l'intérieur. Tu vois, ce genre de truc. Tu vois. C'est tout. J'arrive pas à faire plus. Je suis pas encore. Alors si quand même les planches à l'apéro. Voilà. Mais je Ouais, m'arrête là. la charcute. Ouais, la charcute. Ouais, la charcute, c'est mortel, hein. Ah, tu peux pas passer à Oui. côté de ça. Ah non, mais là, jambon de Serrano, faut arrêter, quoi. Ah C'est ouais, non, mais super bon. attention.
Ouais, la charcuterie italienne, attention, hein. Ah, c'est Intéressé super bon. à la charcuterie italienne, crois-moi que ça en allait sans retour, hein. Ah non, mais c'est à C'est tomber par fini, hein. terre, hein. C'est fini. Voilà. Euh, Mais non, ouais, enfin, je me vois pas manger une côte de porc. Non, franchement, pas encore. Après, ça me gêne pas, tu vois. C'est pas, j'ai pas quitté la religion pour manger du porc ou boire du vin, hein. C'est vraiment parce que j'ai la conviction que ça n'existe pas, hein, c'est tout. c'est une mémoire, Mais- par exemple, je bois même pas de vin, tu vois. Moi, j'aime pas le vin. J'aime pas la bière non plus. J'aime pas l'alcool. Oh mon Dieu, moi j'ai commencé à goûter ça. Waouh, franchement, j'adore. Faut vraiment que je fasse attention parce que, en plus, je suis même pas intéressée par le goût, je suis intéressée par l'histoire. Tu vois, l'histoire, les, les cépages, etc. Ça m'intéresse. J'aime bien avoir cette culture, j'aime bien avoir cette connaissance et j'ai pas envie de boire du vin pour avoir du vin. Mais voilà, les alcools forts, les cocktails en soirée, moi, faut que je diminue un peu, quoi. Mais ça va, ça va. Je gère quand même la situation. Ouais, les cocktails encore, j'arrive à gérer parce que, en fait, le cocktail, ça déguise un peu. Pour moi, c'est comme un espèce de jus de fruits, si tu veux. Une Ouais, espèce de soda, mais avec de l'alcool, si, avec ouais, un petit pourcentage, tu vois. Mais là, ouais, oui, ça, j'arrive encore à, à boire. Mais le vin ou juste la bière comme ça, ouais. je vois pas j'adhère pas au goût, quoi. Le goût, je préfère le Coca-Cola zéro que la bière ou le vin, tu vois. J'adhère pas. Le cocktail, Non, si, hein. non. Le cocktail, si, hein. Ouais, c'est parce que il a encore, c'est encore sucré. Peut-être le Ouais, fait que c'est ce soit ça. sucré, t'aimes bien. Ouais, je pense que Ouais, ça fait un c'est ça. peu. En fait, c'est un peu comme un Coca-Cola, mais avec un 3%, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être pour ça. Mais bon. Mm. Après, par contre, le porc, là, par contre, moi, j'y vais, hein, la charcute, attention, hein. Ah ouais. Là, il n'y Bah a tu pas vois, de. chacun son truc. Chacun son délire, après. C'est ça. Est-ce que tu voudrais évoquer un autre sujet en particulier qu'on n'a pas encore abordé? Pas forcément. Bon, je le cache encore à mes parents. J'en ai parlé à mes enfants et j'ai Ah oui, divorcé entre temps. oui, d'accord. J'ai divorcé il y a 3 ans. Donc j'en ai parlé à ma fille il y a 2 ans. On avait besoin de se confier un moment suite au divorce. Et du coup, j'en ai parlé. Elle m'a dit, bah, je le savais. Je sentais que t'étais pas dedans. Et ma fille, elle a été islamisée à un moment. Elle a été islamisée. Donc voilà, j'ai dû batailler pour qu'elle sorte de ce truc-là. Et bon, j'ai fini par réussir. Je suis bien contente. Aujourd'hui, elle vit une vie normale de musulmane, tu vois, toujours musulmane couscous, quoi. Voilà. Attends, elle a été islamisée. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Alors, elle a vécu au lycée du harcèlement. Ça l'a, ça l'a retourné complètement. Et des personnes à l'université malveillantes qui l'ont aidée à se sortir d'une dépression, parce qu'elle a eu une dépression par la suite. Donc, du coup, ils sont venus avec des livres, c'est des livres islamiques. Alors, le premier livre qu'elle a ramené à la maison s'appelle Ne sois pas triste. Et à l'intérieur, bah, tous les concepts pour dire que tu dois avoir plus de foi pour éviter d'être triste, tu vois. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on l'a entraîné dans la religion. Et donc, elle passait son temps dans les mosquées et elle a mis le djilbab. Elle a mis le djilbab quelque temps, elle avait 18 ans, presque 2 ans, je crois. Et voilà, depuis l'année dernière, elle le porte mieux. Ouais, c'est Et quand je, t'es faible, hein. T'as vu, ouais. hein, Et c'est je quand t'es pense faible, que le là. confinement a fait quelque chose. Ouais. Le confinement, j'en ai profité pour beaucoup discuter avec elle. Mais j'étais au bord du gouffre, hein. Je me suis dit, ça y est, elle va partir en Syrie, hein. Je la voyais partir en Syrie, c'est terrible. Parce qu'elle commençait à faire des choses, voilà, passer son temps dans les livres religieux, tu sais, les livres de propagande, quoi, que tu trouves dans les bibliothèques, les librairies islamiques. Et là, pour le coup, c'était des fréquentations, hein. Ouais, ouais, c'était Ouais. fréquentation. Et elle avait quel âge quand elle... Elle avait 17 ans, elle est rentrée à l'université à l'âge de 17 ans.
Donc 17, 18, 19, ouais, 2 ans, 2 ans de religion rigoriste avec Gilbert et tout. Et depuis l'année dernière, 2 ans, 3 ans, depuis l'année dernière, elle l'a retiré. Et donc elle a repris sa vie d'avant. Donc elle est toujours dans la religion, on va dire, mais Ouais, juste ouais, mais elle n'a pas apostasié. D'accord, d'accord. Elle a pas Mais apostasié. du coup, comment elle te voit, toi, t'es un extraterrestre pour elle? Ah, mais elle l'a très très bien pris. J'étais agréablement surprise. Bon, elle m'a dit, bon, ma petite maman, je te verrai pas au paradis. Tu vois, des choses comme ça. Oh là là, c'est triste. C'est demain, je te verrai pas au paradis. Voilà. Mais elle m'a dit, mais c'est ton choix. Si tu penses que c'est comme ça, écoute, vis ta vie. Je t'aime quand même. Enfin, des choses toutes mignonnes, quoi, vraiment. Ah, mais Mes ça deux brise fils, le cœur, par hein, quand contre, même, hein. ouais, D'entendre ta fille qui te dit je te verrai pas au paradis. ah ouais, c'est horrible, Ça horrible. brise le cœur, hein. Ouais, complètement. Et C'est... mes deux garçons, par contre, je leur ai dit le mois dernier. C'est très très récent. J'en avais un peu marre et puis je pense que le Discord m'a engrainé dans ma décision. Parce que mon grand-fils qui a 17 ans, lui aussi il commence à rentrer un peu dans un style de salafisme. Il écoute aussi des prêches, il passe son temps à écouter des prêches, il fait la prière, tout. Et j'avais très peur de lui dire parce que bon, ça reste quand même un garçon. Il veut quand même, tu vois, le fait que j'ai divorcé, il se considère un peu comme l'homme de la maison, tu vois. Donc voilà, je voulais pas trop le froisser avec ça, donc j'en ai pas parlé. Et jusqu'à au mois dernier, je dis voilà, moi je vais vous le dire parce que ça me pèse beaucoup. Donc on changera rien dans nos vies respectives. Je continuerai à faire ce que j'ai à faire dans mon quotidien avec vous, etc. Mais par contre, voilà, moi j'ai quitté l'islam. Je suis athée, limite agnostique, mais plus athée que agnostique. Et voilà, je pratique en rien dans cette religion. Donc je disais que ça a été un peu plus difficile parce que bon, j'ai eu des remarques un petit peu blessantes. Ouais, de toute façon, t'as toujours fait tout de travers, tu vois, des trucs comme ça. Il a beaucoup fait de raccourcis, tu sais, avec mon mariage, avec tout ça. Donc voilà, c'était Et un... comment lui il est tombé dedans? Alors lui, j'ai aucune idée de quel a été le début, mais je sais que, tu sais, il a un historique dans son PC là avec les vidéos YouTube. Ouais. Je voyais de plus en plus de vidéos. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui écoute beaucoup du Rachid El-Jay, l'imam Bousséna, des trucs comme ça. Et c'est à travers ces vidéos que... Et puis je pense qu'il y a la relation avec ses copains. Mais pour autant, tu vois, il a des copains qui sont athées. Tu vois, on vit pas dans un environnement de quartier islamisé. On n'est pas du tout, on est dans un hyper-centre. Voilà, il y a pas de musulmans autour de nous, pas beaucoup quoi. Il n'y a pas une masse. Mais il y a Et donc Internet. il a des copains qui sont plutôt voilà, il y a des athées, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Et je pense qu'ils se rapportent énormément aux musulmans parce qu'ils ont la même identité quelque part. Ouais, c'est la même. Ouais, Et il du a, il coup, fait le ils se sont rapprochement renforcés comme ça. culturel, on va dire, et puis il croit que c'est un musulman, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais, t'en as plein comme ça. Moi, c'était comme ça avec ma sœur qui m'a dit oui, mais non, mais on est né musulman. Je lui dis comment ça, on est né musulman? Non, t'es né fille, d'accord, peut-être, pourquoi pas. Ouais. Mais t'es né musulman. Je savais pas que c'était dans tes gènes. Il faut que tu m'expliques. Il faudrait que tu me Ah dises ouais. exactement c'est où dans tes gènes. Non, mais c'est terrible, hein. C'est C'est terrible terrible quand d'entendre on est ça. arrivé là, hein. Terrible. Mm. Voilà, après on fait des raccourcis comme ça, voilà. Donc je suis maghrébin, donc automatiquement je suis musulman. Ah bah oui, déjà, rien que les Français, les Blancs, font ce raccourci, donc imagine dans notre communauté, quoi. Maintenant, on a parlé un petit peu de ta situation personnelle. Qu'est-ce que tu penses de la situation en France, Euh, de moi, l'islam? j'ai une peur bleue, là, tu sais, avec tous les attentats. Je me suis dit, ça va vraiment trop loin parce que j'ai un recul quand même par rapport à tout ce qui s'est passé en termes d'attentats. Le premier qui m'a fait vriller, c'est celui de l'attentat de Saint-Michel, le métro. Je crois que c'était en 95.
Ah, je me rappelle même pas, hein, donc c'est de le dire. Je savais pas qu'il était au stade Saint-Michel. Je sais pas si tu te rappelles de Khaled Kelkal. Non, franchement, aucune. Je suis né en 94, donc du coup, Ah oui, alors non. Alors lui, ça, je crois que c'est l'un des premiers attentats terroristes islamistes. Et ça m'a vraiment, le sang a tourné. Hein. Je me suis dit, waouh, si on commence à faire des attentats pour prôner notre religion, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est pas possible de. Aujourd'hui, je vois qu'il y en a de plus en plus. Bon, tu vois, avec Charlie Hebdo, avec tout ce qui s'est passé depuis les années 2000. Bah, franchement, je suis pas pessimiste, mais clairement, si on laisse faire, ça peut aller vraiment très très loin, quoi. Parce que on arrive aujourd'hui, moi j'ai vu les convertis. Tu vois, convertir les gens dans les années 80, ça n'existait pas. Hein. Aujourd'hui, on arrive à convertir des gens. Donc, ça veut dire que la communication, elle est très forte, elle est bien présente, elle est bien rodée, et du coup, ça peut quand même poser problème à un moment donné. Les lois de la République, on pourra dire ce qu'on voudra, ce sera jamais compatible avec les préceptes religieux de l'islam. C'est pas possible. Tu peux pas dire que le fait d'aller faire la prière en plein après-midi en heure de boulot alors que tu es censé être en réunion ou je ne sais quoi est un principe qu'on pourrait intégrer dans la République, quoi. C'est pas possible, tu vois. C'est des choses comme ça qui me font très peur. Je vois dans mon boulot, par exemple, il y en a un ou deux qui ne serrent pas la main. Ça, c'est pas possible. Et c'est des choses que je ne connaissais pas avant. Donc, si je j'en ai suis eu pas un comme ça. pessimiste. Ouais. Le gars de l'auto-école avec ma petite sœur, quand elle est partie s'inscrire à l'auto-école, le gars, Mmh. bon, comme c'est un barbu, il lui a pas serré la main. Et quand après elle est revenue à la maison, elle m'a dit ça, mais j'étais choqué, tu vois. Je savais pas que ça existait des gens comme ça en France. Ah, Il si, lui a pas si. serré la main parce que c'est une femme. Moi, j'en ai eu un, j'étais en déplacement avec lui. Je lui ai dit retourne. Avec... Je lui ai dit retourne à Ouais. l'auto-école, tu lui demandes le remboursement tout de suite. Moi, Non, je travaille mais pas avec des mecs comme ça. Mais tu peux pas travailler comme c'est un manque de respect. Tu vois, ça s'inscrit dans des règles de vie qui sont tacites, quoi. C'est écrit nulle part, mais on sait qu'il faut le faire. Tu vois, c'est des choses, voilà, ça fait partie de la culture française. Tu serres pas la main, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, pour l'anecdote, j'étais partie en déplacement avec des collègues, et un de ses collègues qui serrait pas la main. Et il a tout fait. Alors, c'était à moi de lui donner des directives sur ce déplacement pour le boulot. Le mec, il me regardait même pas dans les yeux. Tu vois, des choses comme ça. Il me regarde pas dans les yeux, il m'a pas serré la main. Alors, il a prétexté que, voilà, il aimait pas trop, c'était pas trop son truc. Euh, mais bon, tu le voyais barbu, tu le voyais avec une sorte de sarouel, tu sais, le truc qui arrive au niveau du tibia, tu vois, ce truc, mais vraiment, comme Ouais. il était en déplacement, il n'était pas obligé de se mettre en costard-cravate, ça allait, parce que c'était sur un endroit, enfin, dans un endroit où c'était des collègues, c'était pas forcément des clients ou des fournisseurs, donc bon, il pouvait s'habiller un petit peu comme il voulait. Donc, il s'est habillé comme ça, il a une barbe. Ah, je me dis, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas continuer à travailler sereinement avec des gens qui te regardent un peu de travers, ou qui te regardent pas du tout. Voilà. Et pareil, bon, on était en déplacement sur plusieurs jours et du coup, bon, on avait chacun notre chambre d'hôtel. Puis le matin, normalement, si on était des collègues français avec des normes françaises, normalement, tu prends ton petit-déj en même temps. Et ben lui, il l'a pris avant, tu vois. Il l'a pris avant, il est remonté et il nous a dit, non, pas besoin, j'ai déjà pris le petit-déj, je me suis levé plus tôt que vous. Tu vois, et des situations de... Voilà, il voulait pas rester avec nous, il faisait au minimum. Euh, si ça rentrait dans le cadre du travail, il était là, mais dès lors qu'on sort un tout petit peu, ah tiens, on va aller boire un verre, ah tiens, on va aller faire ci, il était plus là. Voilà. Des choses comme ça, moi j'en veux pas, quoi. J'en veux pas, hein. J'ai pas envie que ça change. Hein.
Ouais, le coup de la culture du happy hour et tout ça, ça va disparaître rapidement, hein, si Ça ça fait continue comme peur, ça. ça fait peur parce que Ça fait- t'en as de plus en plus. Moi, je sais que les happy hour, là, les apéros là, du jeudi soir, on le fait, bon, on le fait pas régulièrement, mais quand on le fait, tu peux être sûr qu'on demande à toute l'équipe, puis les Arabes sont pas là, quoi. Tu vois, les Maghrébins, ils sont pas là. Je suis la seule, voire une autre qui boit pas d'alcool, mais qui nous accompagne quand même et qui s'intègre quand même. Mais les autres, non. Bah, non, on a des enfants, on a machin. Tout le monde a des enfants, tout le monde a des choses. Mais voilà, vous refusez, bah. Il y a aussi un truc que j'ai pas aimé, que j'ai vu un jour, c'était en restauration, qu'il y a un gars qui voulait pas, un musulman qui voulait pas travailler sous la direction d'une nana. Oh là là, Ça m'avait choqué, ça. Et justement, il lui avait demandé, mais pourquoi tu voulais pas travailler le chef, enfin le gars, le gérant du restaurant, c'était un gars et la nana, elle était en cuisine et celle qui gérait la cuisine. Et il lui a demandé, mais pourquoi tu veux pas travailler, parce que c'est une femme. Il l'a parce viré que, sur le champ. Il l'a viré sur le champ. Sur le champ, il est parti direct. Eh, pose ton tablier, casse-toi. bah ouais. Ouais. Bah oui, Ouais, c'est quoi, mais c'est. voilà, si tu commences à voir, tu vois, t'as même des entreprises, les patrons, c'est des Maghrébins, ouais, et je suppose qu'ils sont musulmans, ils vont se recruter entre eux, tu vois. Tu retrouves cette dynamique-là, recrutement ciblé, tout ça, pour éviter justement d'intégrer une culture française. Et du coup, ils intègrent une nouvelle culture d'entreprise et qui leur est propre. Bah oui, c'est le Tu vois, nombre, hein. Après, quand il y en a beaucoup qui ont cette culture-là, bah à ce moment-là, ouais, elle va rentrer en compétition avec la culture d'origine, on va dire. Ouais, et voilà, si ça continue, bah il y aura remplacement et terminé, quoi. C'est ouais, comme ça, c'est mathématique, ouais. hein. Il y a rien c'est pas sorcier, hein. Ouais. Bah, pour moi, vraiment, c'est pas tant la religion qui pose problème, pour moi, c'est le communautarisme. Si on arrive à casser les chaînes de ce communautarisme identitaire, je pense qu'on pourrait faire un début de travail sur la question de la religion. Parce que on sent quand même que ils veulent être entre eux pour continuer à vivre comme bon leur semble, tout ça, tout ça. Et du coup, ils veulent faire grossir cette communauté en intégrant, tu vois, des convertis qui eux-mêmes ont- rentrent dans cette nouvelle identité parce que finalement, c'est plus forcément le français lambda qui faisait Noël tous les ans chez ses parents, il le fait plus. Donc il sort de cette identité-là. Voilà, donc vraiment, le gros problème, c'est ça, c'est le communautarisme, et c'est très difficile quand on est dans des quartiers difficiles, communautarisés, islamisés, tout ça. Franchement, ça, c'est ça qui est flippant. Ce qui a merdé sur le modèle français, c'est une histoire de quantité. Parce que je pense qu'on Ouais. en aurait accueilli petit à petit, ça aurait pas posé de Ah problème. oui. Ah, il y a eu une Là, très il y a eu une mauvaise vague. gestion Ah de ouais, non, mais très l'immigration. très mauvaise Ah oui. gestion de l'immigration. Je suis pas contre l'immigration, hein, je suis vraiment pas contre, mais il faut assumer. Regarde, toi et moi, on est On issus vient de de là. l'immigration, hein. C'est pas Mais une oui, on question vient de là. Mais donc, il faut la gérer. Enfin, il faut la gérer et l'assumer, hein. Ça, c'est comme pour toute chose. Quand tu t'engages dans quelque chose, il faut quand même avoir un minimum de gestion. Quand tu fais de l'immigration de masse comme ça, que tu les intègres, tu les parques dans les mêmes endroits où bah, ils s'entendent, ils savent, ils vivent pareil. Donc au final, ils sont complètement séparés des autres communautés. Bah, ne t'attends pas à ce qu'ils s'intègrent culturellement en France, hein. C'est normal. Donc, je sais que c'est difficile, je sais que c'est difficile de pouvoir les disséminer à l'intérieur de la population française, mais quand même, tu vois, soit tu dis on réduit et on gère, et on sait gérer ça, soit tu assumes les conséquences. Et voilà, les conséquences, on les paye. ouais, ça va être compliqué de renverser la tendance parce que ouais, ça va être compliqué, surtout en France. Ouais, je pense. Je pense aussi. Il y a pire que nous en Europe quand même, hein. Quand je regarde l'Angleterre, je me dis qu'il y a une marge encore en France. Ouais. Et la Belgique. Alors la Belgique aussi, ouais, la Belgique on n'en parle pas beaucoup, mais la Belgique, en fait, c'est de l'aide. C'est le Maroc.
La Ah Belgique, c'est le oui. Maroc. Ouais. D'ailleurs, ils pourraient renommer le pays. Hein. Ils mettent le Maroc, Ah bah ils Maroc, peuvent. Royaume belge du Maroc. J'en sais rien, moi. Ils le mettent. Ah ils peuvent, hein. Ils C'est peuvent vrai. clairement. Ah, C'est ah ouais, ils la sont. Belgique, c'est. Ah ouais, ils sont. Il y a plus de. En fait, il y a plus cet islam complexé, quoi. C'est complètement décomplexé. Tu peux vivre ta vie comme tu veux. On s'en fout de la loi. Les lois de Dieu sont au-dessus. C'est non, c'est Après, pas c'est une possible. question de quantité. Hein. C'est eux qui ont merdé. Hein. Ah bah oui, hein. C'est Oui, eux qui ont oui. merdé. C'est à qui la faute? Aux Belges. À qui la faute en Hum, France? Aux Français. Parce que bon, c'est ça, après tout, ils tombent pas du ciel. Hein. Il pleut pas des musulmans en fait. bien Ils sûr. viennent quelque part et on les a bien laissés rentrer. Donc voilà, à qui la Hum, faute? ouais, C'est un peu triste aussi. C'est une question aussi de pouvoir en place. Parce que je ouais. ne sais pas exactement ce qu'ils ont voulu faire, mais là, clairement, ça a merdé. Hein. Ah oui, Euh, oui, oui, oui. donc là, ils se Et puis retrouvent avec les alors, patates. comme tu dis, renverser la tendance, c'est mission impossible. Limiter la casse, et encore, limiter la casse, j'ai du mal à y croire aussi. Non, là, je crois qu'on est complètement débordé par les événements. Après, faut pas non plus dresser un tableau noir, hein. Il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui s'intègrent bien. Voilà, moi je vois de plus en plus de Maghrébins, de Renois qui occupent des postes, des postes plus importants que ceux de leurs parents, quoi. Donc, tu vois, on sent qu'il y a... Mais bizarrement, tu vois, c'est des gens qui occupent des postes importants, mais qui restent quand même dans cet islam. Il y a une petite mosquée, là, une petite mosquée, une grande mosquée qui est à Nanterre, qui est collée à la Défense. Là, tu les vois en début d'après-midi, le vendredi, ils se dirigent tous là-bas. Ouais. Tu vois, c'est arrivé jusqu'au quartier d'affaires, tu vois, ce truc-là. Donc, Ouais, tu bon. vois, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que il y en a beaucoup qui pensent, et à tort, hein, il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a une espèce de corrélation entre le niveau d'études et le fait que tu te détaches de la religion. Pas du tout, pas du tout. Non, Moi, j'ai vu non. des gens surdiplômés qui étaient à fond dans l'islam. Ah oui, oui. Donc, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de corrélation. Il faut arrêter de croire qu'il y a une corrélation entre le niveau d'études et le fait que tu t'éloignes de la religion, ou le contraire. C'est-à-dire, moins tu as de niveau d'études et plus tu te rapproches de la religion. Ça, j'ai envie de te dire, c'est en Après, partie vrai, mais j'en ai ouais, vu plein aussi en Kabylie qui sont illettrés, qui suivent pas l'islam. Voilà. ouais, Là, ouais. il y a Après, de je, tout. je pense que la part, elle est un petit peu plus importante des personnes qui sont issues enfin, ceux qui ont fait des études. Je pense que la part, elle est un petit peu plus importante par rapport à ceux qui n'ont pas étudié. Parce que ceux qui n'ont pas étudié, tu vois, on leur a mis ça dans la tête, hein. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas été plus loin. Après, je dis pas qu'ils sont cons, hein, ça ne veut pas dire ça. Je dis juste que ils sont pas dans la démarche de recherche, C'est plus pas facile de forcément. les manipuler, parce que Mais oui, justement, c'est ouais. c'est plus facile. Nous, on nous apprend, voilà, déjà rien qu'à l'école, on t'apprend à apprendre, on t'apprend à faire des recherches. Moi, j'ai fait des mémoires de recherche, donc forcément, tu vas aller, t'as ça dans le sang, quoi. Donc, c'est peut-être un peu plus facile que pour les autres personnes. Mais il en reste pas moins que, voilà, moi, j'ai des collègues, bac+5, des ingénieurs, tout ça, et ça change pas. Ça change pas leur vie de musulmans, hein. Ouais, ouais, j'en vois beaucoup en plus comme ça en France, des musulmans qui ont des gros postes, et c'est pas pour autant qu'ils en sont moins religieux, quoi. Hein. Mm. Et même parfois, il y en a même qui tiennent des discours vraiment effrayants. Hein. Ouais. Et donc, non, il faut arrêter de croire. Il y a un moment, il faut arrêter de croire en fait que c'est pas plus t'es intelligent et plus tu Ah non, t'éloignes de non. là. Il n'y a pas de corrélation directe entre ces En fait, trucs-là. c'est une question de curiosité. Est-ce que la personne, elle est vraiment curieuse ou est-ce que elle veut rester dans ce confort-là et de ne froisser personne. Et il y a aussi cette histoire d'identité qui arrive en plus, tu vois. Moi, Ouais, j'ai des ouais. collègues, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle identité, tu sais, qui est un petit peu coincée entre ceux de leurs parents. Ils se reconnaissent pas du tout là-dedans. Et ceux des Français, ils se reconnaissent pas non plus là-dedans parce que on les a achetés, on les a rejetés. Et du coup, ils se sont constitués une identité à part entière. Je te donne un exemple. On était parti en séminaire de boulot
Et la nana en question, musulmane et tout, qui fait attention à ne pas manger non halal, elle ne boit pas, voilà. Mais par contre, il y avait une soirée, boîte de nuit, elle a dansé sans problème, quoi. Et elle a dansé avec tout le monde. Donc, tu vois, c'est un peu schizophrène, quoi. Je vois bien qu'il y a un problème. Tu vas pas aller danser au milieu de tous ces gars et que tu te dises musulman, sachant que voilà, t'as pas forcément, c'est pas forcément ce qu'on t'a demandé de faire, quoi. Tu vois? Non, c'est exactement ça. C'est comme il y a une extraterrestre dans le monde musulman, c'est Sonia Mabrouk. Alors elle, Ouais. le fait qu'elle boit du vin, etc., par exemple, moi, ça me fait juste rire. Et tu Ouais. vas faire croire ça à qui, en fait? Tu vas faire croire ça à qui que les musulmans boivent du vin, en fait? Ouais. Il y Ouais. a 0,03% en fait Ouais. de cette branche. Je sais pas de quelle branche tu es exactement, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça n'existe pas. C'est un extraterrestre. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà. En fait, je sais pas. Sa position à elle, c'est plutôt. Je sais pas. C'est comme si tu disais voilà. Bon, tu sais quoi, moi je suis communiste. Mais par contre, je suis pour le marché libéral. Je suis pour le. Bah oui. En fait, t'es capitaliste quoi. Arrête de me dire. Bah oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Bon. Non, mais c'est Après, vraiment. chacun fait ce qu'il veut, mais il faut arrêter de regarder les autres parce qu'ils ont pris un verre de vin, parce qu'ils ont pris du Ah, mais porc, totalement, totalement. comme si c'était des, Ah, mais si des avec que gens. des Sonia Mabrouk, je serais pas là à faire des Discord et des chaînes Bah YouTube, hein. voilà, on est d'accord. Non, mais carrément, hein. On est d'accord. Et d'ailleurs, si les musulmans nous écoutent, convertissez-vous à la branche de Sonia Mabrouk. Je pense qu'on n'aura plus de Ouais. problème. Bah, je pense que déjà, on aura balayé pas mal de choses. On n'aura plus de problème de voile, plus de problème d'alcool, Ah plus rien. ouais, vous pouvez faire le ramadan si vous voulez. Ça me dérange pas. Ah non, mais Voilà. je te jure. Bon, un petit dernier message pour les musulmans qui nous écoutent. Faites ça chez vous. Faites tout ce que vous avez envie de faire, mais chez vous, s'il vous plaît. Arrêtez de vous montrer comme ça et arrêtez de regarder les autres de travers. Vraiment, la religion, c'est privé. Ça doit rester dans la sphère privée, donc à la maison. Voilà. Et puis, vous vivez dans un pays où il y a des lois, où il y a une culture. Il faut l'adopter. Sinon, à quoi bon, quoi? Vous êtes pas, pouvez pas vous revendiquer français et de ne pas appliquer les lois, de ne pas appliquer les valeurs de la République, etc. Voilà.